La thématique que nous avons sélectionnée pour débattre au cours de notre table ronde d'aujourd'hui est la thématique qui est liée au social, c'est-à-dire l'éducation et la formation en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous comprenons par nation lorsque nous attendons ce mot? C'est assez libre, donc il suffirait simplement de lever sa main pour que le modérateur puisse vous désigner et vous permettre de répondre à la question, la première question qui vient ici d'être donnée. Pascal, merci beaucoup de la parole m'accordée. Je suis Pascal Tambouka, étudiant en première année de licence Relations internationales, ancien système. Parlant de la nation, je comprends que c'est un terme qui veut tout simplement dire la volonté de la population, c'est la volonté de tout le monde de vivre ensemble. Donc c'est de vouloir vivre ensemble. J'entends par nation l'ensemble d'une population vivant sur un territoire déterminé qui a un représentant et qui a cette envie de vivre ensemble, mais aussi qui est reconnu internationalement par les autres nations. Merci. Moi, la nation, c'est l'ensemble des communautés qui vivent ensemble et en harmonie, nonobstant leur appartenance culturelle, est limitée par un territoire donné et qui ont le pouvoir de s'élire les représentants. Et ces représentants-là est reconnu et qui fait respecter les lois donc qui régissent cette population-là. Fortuna, le principe de la table ronde, c'est que on doit exprimer une opinion spontanée. On ne doit pas se référer à une définition structurée telle que celle que tu viens de nous donner. Ah non, je suis en train d'écrire pour arranger mes idées. Ah d'accord, ok, super. C'est très structuré. Technique. École de mine, École de mine. Ok. Ah d'accord, ingénieur. Alors c'est une définition d'ingénieur ça. Nous entendons une organisation politique souveraine qui se définit par une population établie sur un territoire et qui s'arroge des prérogatives et coercitives. J'ai dit une organisation politique souveraine qui se définit par une population établie sur un territoire et qui s'arroge des prérogatives coercitives. Merci. Alors, j'aimerais que nous puissions évoluer dans cette discussion parce que nous avons donné plusieurs définitions de l'État, parmi lesquelles je me rends compte tout aussi que nous tous ici, c'est que l'État se constitue d'un territoire, d'un gouvernement, d'une population et des instruments de puissance tels que la justice, l'armée, la sécurité. Alors, quel rapport nous pouvons faire entre l'État et la nation que nous avons défini comme la volonté de vivre dans la cohésion et dans la diversité? Alors, quel rapport il peut exister entre l'État et la nation? Librement, nous pouvons nous exprimer sur ce sujet. Quel rapport faisons-nous entre l'État et la nation? Je suis Kabbalah Majan-Claude, je fais des sciences sociales, politiques et administratives. Parlant de la convergence qui existerait entre un État et une nation, personnellement, je dirais que c'est possible qu'on puisse trouver un État sans nation, mais l'on peut également trouver une nation sans État. Je m'explique qu'un État, on l'a défini comme étant un ensemble de populations, de territoires et un gouvernement qui répond sur le plan international. Mais dans la définition de la nation, nous avons compris qu'il y a un autre élément qui vient de s'ajouter, c'est la reconnaissance et les sentiments du vivre ensemble. D'autant plus que l'on peut vivre dans un État, mais l'on n'a pas ce sentiment de vivre ensemble parce qu'il y a des peuples
peuples et des communautés qui vivent sur un territoire et dans un État, mais avec une conviction distincte, une histoire distincte, même avec un sentiment de vivre ensemble qui n'existe presque pas. Donc la nation cesserait d'exister dans un État lorsque ces sentiments-là de coexistence et de vivre ensemble commencent à cesser d'exister. La nation cesserait. Pourquoi cesserait? Parce que quand on n'a pas le sentiment d'appartenir, en fait, ce sentiment de vivre ensemble, ça ne voudrait pas forcément dire qu'il y en avait avant. Il se pourrait que ce sentiment n'ait jamais été. Je parle dans le contexte où l'on parlait précédemment d'un État-nation. Lorsqu'on parle d'un État-nation, donc il y a déjà ces sentiments-là qui vivent ensemble. Alors cette nation-là va disparaître lorsque ces sentiments qui vivent ensemble sera en train de cesser d'exister dans un État. C'est là qu'on a un système de guerre communautaire, communautaire, interethnique et cancel. Ok, donc il est donc possible d'avoir un État sans avoir une nation. Une nation. Ok. C'est possible aussi qu'il y ait une nation sans pour autant avoir le statut d'un État. Et quels sont ces défis? C'est-à-dire que quels sont ces défis que nous pouvons aujourd'hui partir de l'intervention de David? Quels sont ces défis que nous pouvons identifier aujourd'hui pour participer à la création d'un État-nation congolais? Je vais ajouter par rapport à ce qui a été dit et je vais parler des défis par rapport à l'État ainsi que par rapport à la nation. Pour moi, personnellement, je pense que les défis sont des deux côtés. Que ce soit du côté de la nation, que ce soit du côté de l'État. Partant des définitions que les collègues ont données, moi je peux affirmer qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas un État. Pourquoi est-ce que Donc, le défi, c'est la construction de l'État. Il n'y a pas l'absence de l'État. L'absence de l'État. Pourquoi est-ce que je dis cela? L'État définit les règles, l'État garantit la sécurité et l'ordre public. L'État rend justice, l'État définit la politique de défense et l'État mène aussi la diplomatie. Et si vous voyez tous ces éléments en République démocratique du Congo, moi je dis souvent que dans notre pays, nous avons une forme d'anarchie et d'oligarchie qui est basée sur le clientélisme. Donc pour moi, ça c'est un grand défi qui fait que nous ayons des difficultés à construire un État. Parce que tout se gère, en tout cas, tout se gère à la légèreté. Toutes les questions qui impliquent la nation, toutes les questions qui impliquent l'État se gèrent à la légèreté en République démocratique du Congo. Nous sommes témoins de la défaillance de notre gouvernement et c'est les institutions qui font l'État. Tant qu'on n'a pas ces institutions ici, on ne peut pas parler de l'État. En ce qui concerne la nation, nous-mêmes, on a du mal à vivre ensemble. Il y a les Baswahili, il y a les Baluba, il y a les Bakongo, il y a cette appartenance-là. Chacun veut se définir individuellement. On ne sait pas se définir par rapport à la nation. On ne porte pas la nation. Les premiers langages qui sortent de nos bouches souvent, c'est « je suis Congolais de l'Est ». Je suis Congolais de Kinshasa. Et surtout, moi, je vois ces derniers temps sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la discrimination des ethnies, comme on dit, tout ça. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, on a du mal nous-mêmes à se reconnaître comme une nation. On se reconnaît comme des individus d'appartenance ethnique avant de se reconnaître comme une nation. C'est si peu assez qu'on a du mal à construire, que ce soit la nation, que ce soit l'État, on a du mal, on n'arrivera pas à mettre en œuvre effectivement la notion d'une nation étatique tant qu'on n'a pas réglé le soubassement des causes de ces problèmes.
problèmes. Quelles sont ces causes, les défis? Les défis, comme je venais de le dire, on s'est défini comme par exemple, je donne un Congolais, c'est reconnu par Congolais, c'est reconnu d'abord Chi, Rega, avant de reconnaître Congolais. Donc, les défis ça c'est un grand défi. Tribaliste. Oui, ça c'est un grand défi. Et l'autre défi, comme je venais de dire, c'est l'absence des institutions étatiques. On a des règles, on a des lois, mais qui sont que pertinentes sur les papiers. Mais en termes de réalité, l'harmonie entre les lois, ce qu'on a comme loi, ce qu'on a comme projet de société, ce qu'on a comme vision de l'État, c'est vraiment paradoxal par rapport à la réalité qui est sur le terrain. Alors ça sera compliqué qu'on puisse parler d'un État-nation en République démocratique du Congo tant qu'on n'a pas encore fait asseoir ces deux concepts. Voilà. Je vais peut-être placer un autre défi. Lequel défi pour moi est capital? C'est l'éducation de notre population. Je vais citer un auteur, il s'appelle Jean Baudin, qui dit « Une nation dans un État qui n'est pas éduqué est un danger pour ses propres États. » Pourquoi je le dis? Depuis longtemps, depuis la nuit des temps, depuis des temps immémoriaux, nos populations, tolérance, je te disons que depuis des temps immémoriaux, nos populations se sont orientées vers un mimétisme des cultures occidentales. Nous avions oublié l'éducation de notre population avec nos propres cultures. Pourtant, seule la culture peut nous amener à la cohabitation pacifique. Seules nos propres cultures. Je sais vous parler, je sais parler avec le porte-parole dans notre langage, dans notre propre culture et cohabiter avec lui. Contrairement si je pouvais mimer une autre culture et en faire des règles de droit, on devrait vivre comme ça. Pourtant, ces règles-là ne peuvent que régir les États-Unis d'Amérique. Comment moi je vais comprendre ça et vivre avec vous? Je serai rebelle. Parce que les règles n'ont pas été taillées sur mesure. Merci. Chez nous, en sciences politiques, on a toujours dit qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que la gestion de la chose publique doit revenir aux personnes qui savent, des personnes qui ont la compétence à la matière. Prenons il faut qu'il soit un leader, le leadership disons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les charlatans au poste stratégique de la gestion du pays. Mais aussi, il y a ce que je vois parmi nous, parmi les Congolais. Comment savoir que ce n'est pas un charlatan comme nous? C'est la haine. Non, c'est facile parce que il y a des examens qu'on doit faire pour occuper à un poste stratégique, soit du pays. Parce que chez nous, nous remarquerons que beaucoup de postes, on ne fait pas des examens. Ce sont des nominations. Si donc tu as contribué à quelque chose et directement on te nomme à un poste stratégique du pays. Voilà. Alors il faut promouvoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup. Pourquoi la méritocratie? Merci. Et merci beaucoup. Un grand merci, un très grand merci à vous, chers amis. C'est bien de venir à Bukavu, à l'UOB, et de rencontrer ses amis étudiants pour éviter de dire cette jeunesse, de peur que nous pensions que les autres ne sont pas des jeunes. Oui. Non, c'est très enrichissant. Ça a été très enrichissant ce moment que nous avons échangé sur cette thématique qui est importante. Et je crois que nous l'avons très bien souligné, c'est que le véritable défi de la RDC, c'est la RDC. Nous, à travers toutes les interventions que nous avons eues ici, eh ben, en les résumant, on se rend bien compte que tous les problèmes que nous avons se trouvent en nous.
Et ce qu'a dit en terminant ici notre camarade Fortuna, c'est que en parlant, nous avons parlé comme si on ne parlait que des autres personnes. Alors qu'il fallait que nous puissions nous remettre en cause nous-mêmes, avoir conscience des problèmes que nous avons, et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons commencer à entamer véritablement un schéma, une voie vers les solutions. Ça a été un moment très agréable d'échange. Ça a été un réel plaisir d'arriver pour ma première fois à Bukavu, qui quand même est toujours la République démocratique du Congo. Je ne le savais pas. Parce que moi je suis de l'Ouest, de Kinshasa, et comme vous aimez dire ceux-là qui sont de Kinshasa, nous pensons presque tout le temps que la République démocratique du Congo s'arrête à l'aéroport de Djibouti. Mais aujourd'hui, nous avons effectivement eu le temps de nous découvrir, de comprendre que la formation d'un État-nation est un enjeu important pour le développement de la République démocratique du Congo, et que les pistes et solutions que nous avons abordées ici, nous allons également en faire une synthèse que nous vous restituerons au travers certainement d'un groupe WhatsApp qui sera créé. Mais nous vous inviterons également à travers de ce groupe WhatsApp à participer au programme des ambassadeurs pour que à votre tour, vous soyez ces ambassadeurs qui vont inciter les autres amis qui, eux, n'ont pas eu l'opportunité de se retrouver avec nous ici au cours de cette table ronde, d'avoir également aussi ces moments d'échange et également d'autres activités auxquelles ce programme ambassadeur vous inviterait à participer. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir encore une fois été ici avec tous les amis. Et j'espère que pour chacun d'entre nous, nous allons poursuivre dans ce même chemin de la recherche de la vérité, surtout de la recherche de comment vivre ensemble, parce que c'est important, on a tous les bénéfices à tirer de cette cohésion. Et je crois que la table ronde d'aujourd'hui aurait tant soit peu contribué à cet idéal vers lequel nous tendons tous. Je vous dis encore merci et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très très bientôt chez nous. Nous avons par contre une tradition avec les tables rondes, c'est qu'à la fin, nous prenons un selfie. Donc, je vais vous inviter, on va prendre un selfie afin de symboliser la table ronde de ce jour et de partager avec les autres amis étudiants des autres universités où nous sommes passés pour qu'eux aussi puissent être heureux de voir les amis de l'université de l'UOB de Bukavu. Un grand merci.